Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir dans le cadre de la première conférence de l'année académique du European Muslim Network. Alors évidemment, nous ne pouvons pas commencer cette conférence sans évidemment transmettre nos pensées émues, nos condoléances aux familles des victimes des attentats de Paris, mais nous rappeler aussi que chaque jour, des hommes et des femmes meurent dans le monde, victimes d'attentats en zone de conflit. Donc c'est à toutes les victimes que nous adressons, aux familles de toutes les victimes, pardon, que nous adressons nos plus sincères condoléances. Alors, très rapidement, quelques mots sur European Muslim Network, puisque certains parmi vous ne connaissent pas notre réseau. Donc, European Muslim Network est un groupe de réflexion dont l'objectif est principalement de stimuler une meilleure compréhension et une expertise de l'intérieur aussi sur toutes les questions liées aux enjeux de la présence musulmane en Europe. Alors, nous sommes 35 membres en provenance de l'Europe entière, hein, de la Russie à la France, en passant par l'Angleterre, le Danemark, l'Espagne, le Portugal. Et j'en profite pour saluer justement tous nos membres qui se sont déplacés depuis toute l'Europe, puisque nous nous réunissons pendant 2 jours en Assemblée Générale où nous allons justement parler des questions liées au débat concernant notamment le phénomène de radicalisation. Voilà. Alors, European Muslim Network aspire évidemment à porter une voix nourrie d'une vision, fidèle aux principes islamiques, et puis avec des stratégies, des axes de travail, principalement à 2 niveaux. Donc nous sommes régulièrement en interaction entre le terrain, les associations musulmanes et surtout les institutions européennes. Donc l'idée, c'est vraiment de faire l'ascenseur entre le terrain et les institutions européennes, alors sous le format de séminaires, de conférences, de formations. Et puis un autre axe aussi, c'est la diffusion de nos écrits, le travail de nos membres, les réflexions de nos membres que nous diffusons dans les réseaux sociaux, sur nos pages Facebook, avec aussi la diffusion de ce que nous appelons les position papers, qui sont les positions de European Muslim Network sur un sujet d'actualité. Alors le dernier en date concerne justement un position paper sur les questions des migrations, où nous avons présenté l'analyse et la vision de European Muslim Network sur les questions liées aux réfugiés. Alors la première partie va être consacrée à un sujet évidemment d'actualité, un sujet sensible, la question des réfugiés, qui à mon sens sera probablement analysée à l'aune d'événements majeurs qui ont une répercussion mondiale et internationale en cette fin 2015. En effet, les violences terroristes, dites terroristes, les guerres, mais aussi le changement climatique, qui ont des liens de cause à effet direct sur ceux qui affluent en Europe aujourd'hui pour fuir les guerres et ceux que l'on appelle aujourd'hui justement les réfugiés, les nouveaux réfugiés climatiques qui afflueront par millions si rien n'est fait pour enrayer aujourd'hui le réchauffement climatique. Voilà, donc c'est de tout cela dont nous allons parler ce soir avec la présence de 2 intervenants de taille, des témoignages avec Rachida Riahi, qui est une femme de terrain, une activiste humanitaire de l'association INEIA et qui va vraiment apporter une analyse de l'intérieur puisqu'elle est sur le terrain quotidiennement. Elle apportera un petit peu elle nous fera une présentation de ce qui s'est passé sur le terrain belge, mais aussi à Calais. Nous aurons aussi l'honneur d'avoir un réfugié syrien qui viendra parler avec son point de vue à lui de l'intérieur. Et puis Massimo D'Alema, qui nous fait l'honneur et le privilège d'être parmi nous ce soir. Nous le remercions. Et notre président Tariq Ramadan, qui nous fait aussi l'honneur et le privilège d'être parmi nous. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Voilà. Merci Fouad Imaren. Merci en tout cas d'être parmi nous ce soir. Donc Fouad qui arrive de France. Prenez place et nous avons Rachida Riahi qui va aussi rejoindre le panel, ainsi que Fateh, notre ami qui arrive de Syrie. Voilà, Fouad, à toi la parole et nous vous souhaitons une excellente soirée. Et je salue au passage nos membres qui sont encore arrivés de toute l'Europe. Nous avons notamment nos membres italiens,
Hamza, David, Lucia de Suisse. Voilà, merci à tous d'avoir fait le déplacement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Merci, salam alaikum tout le monde. Soyez les bienvenus à cette soirée que nous espérons riche par vos questions, sûrement riche par la qualité des interventions. Nous avons donc, sans plus tarder, introduire cette soirée. Donc la thématique des réfugiés, une thématique qui a été décidée par le groupe donc EMN il y a plusieurs semaines, avant que des événements dramatiques surviennent et qui réorientent le débat d'une manière très générale et profonde parfois, beaucoup superficielle, mais on en parlera ce soir avec nous. En présence que nous remercions beaucoup donc Monsieur Dalema qui est avec nous ce soir, donc qui est le président de la Fondation européenne d'études, la Fondation d'études progressistes et européennes, qui est aussi ex-premier ministre d'Italie. Et c'est un homme aussi qui est engagé sur plusieurs dossiers, il est dans plusieurs espaces européens. Et donc c'est avec plaisir que nous l'accueillons ce soir. Et nous sommes heureux de l'avoir avec nous pour pouvoir débattre de questions aussi sensibles, certes, qui est celle des réfugiés, mais avec l'actualité, elle a aussi, cette question des réfugiés, elle a d'autres extensions. On reviendra sur cette question-là. Présent aussi avec nous, professeur Tariq Ramadan, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, donc qui est président de notre groupe EMN, European Muslim Network, et qui est islamologue, et qui est aussi essayiste, qui essaie de travailler beaucoup sur la réflexion l'islam entre texte et contexte, donc personnalité qui est aussi bien connue dans le monde musulman que non musulman. On aura le plaisir de l'entendre sur cette question. Et aussi avec nous, donc, notre frère, je suis désolé, Fatah, et notre sœur, Karim, Charfi. Donc, sans plus tarder, la thématique des réfugiés, effectivement, comme vous le savez, avant les attentats, c'était une question prédominante, aussi bien au niveau européen que dans les médias, parce que tout simplement, on ne pouvait pas rester insensible à un mouvement aussi important de gens qui fuient la guerre, qui fuient les souffrances. Et malheureusement, la question des réfugiés n'est pas une question qui va s'arrêter aujourd'hui. Donc, selon les estimations du Haut Commissariat des réfugiés, il y a une progression assez importante qui est due à des crises, à des guerres, à des conflits. Les gens fuient à cause de la guerre, fuient à cause des problèmes climatiques. Et il y a aujourd'hui, on estime, jusqu'au dernier chiffre de 2014, près de 60 millions de réfugiés dans le monde, ce qui n'est pas rien. Avec la crise syrienne qui est plus proche de nous, qui a révélé quelque chose qui devient intenable pour nous en tant que citoyens dans des espaces libres, c'est que nous avons une responsabilité non seulement morale, mais une responsabilité éthique, une responsabilité économique, culturelle, que nous devons à tout prix mettre en œuvre, exprimer. Tournant historique dans cette région du monde, je pense que la soirée sera assez suffisante pour en parler. Évidemment, nous, en tant qu'Européens, on s'est interrogé beaucoup sur les débats qu'il y avait au niveau institutionnel, combien on peut accueillir de réfugiés, oui, non, des discussions pendant l'été. Malheureusement, on a eu un flux de plus en plus important, les attentats qui sont venus pour compliquer encore le débat, la discussion. Donc, quelle responsabilité, nous, en tant qu'Européens, sur cette thématique-là, sur cette problématique-là de réfugiés, que l'on soit institutionnel, responsable institutionnel, ou des citoyens responsables et qui réfléchissent sur cette question-là, quelle responsabilité? Est-ce que les réfugiés représentent un réel danger? Est-ce qu'ils sont un danger pour la stabilité de notre continent? Pas du tout, quand on sait que dans d'autres continents, le nombre de réfugiés est de plus en plus important, et on l'a remarqué, des études aussi le prouvent, que beaucoup de réfugiés dans certains pays fuient vers les pays limitrophes qui souvent sont aussi pauvres, à tel point qu'on a classé par exemple l'Éthiopie parmi le 5e pays au monde qui reçoit les réfugiés de par le monde. Donc sans plus tarder, pour
venir un peu à la discussion entre cette thématique choisie au départ et l'actualité d'aujourd'hui, nous vous proposons la formule suivante de ce soir, c'est que nos deux intervenants prendront la parole pour une dizaine de minutes, ils échangeront entre eux sur quelques questions, on aura après les témoignages et le débat directement avec vous. Donc sans plus tarder et ne pas trop monopoliser la parole parce que vous n'êtes pas venus pour moi ce soir, je laisse la parole à Monsieur D'Alema Massimo, que je remercie d'avance. Merci. Bonsoir, merci. Merci pour votre invitation et pour cette opportunité de discuter ensemble d'une crise, la crise des réfugiés, qui peut-être représente la pire crise de l'histoire de l'Union européenne et sans doute dans l'histoire plus récente de l'Union européenne. L'Europe semble être incapable de gérer l'émergence, le flux. Plusieurs pays, trop de pays à mon avis, sont renserrés dans la protection aveugle de son propre égoïsme national. Et l'Europe risque de s'en sortir divisée, fragmentée et défigurée en son image et ses valeurs. Ce qui me frappe dans la gestion de cette crise, c'est la faiblesse politique de l'Union, qui n'était pas préparée, qui n'avait pas les règles, les ressources. J'ajoute un élément sur lequel il faudra revenir et qui a contribué à désorienter l'opinion publique, c'est que quand on parle de réfugiés, la référence c'est à des personnes qui ont le droit d'être accueillies, protégées, parce qu'ils sont menacés par la guerre, par la persécution, la torture. Mais en général, avec la perspective qu'ils puissent retourner dans leur pays. Mais en ces cas, il n'y a aucune stratégie pour rétablir la stabilité et la paix dans les pays d'où viennent. Et surtout, il n'y a aucune stratégie européenne en ce sens. Et finalement, je pense que la crise des réfugiés frappe l'Europe au cœur d'une profonde, jamais si profonde crise européenne. Et je ne parle pas seulement d'une crise économique et sociale qui vient de 2007, ça veut dire longue et dure. Et bien sûr, chômage et pauvreté ne vont pas d'accord avec la solidarité, mais je parle aussi d'une crise idéale, politique, culturelle, et d'une crise de perspective de l'Union européenne. L'Europe semble traversée par une contradiction paradoxale. D'un côté, les défis de la globalisation devraient encourager les Européens à ce que j'appelle un saut de qualité dans la direction de l'unité politique de l'Europe. Et bien sûr, les événements, l'histoire des réfugiés nous montre qu'on a besoin d'un pouvoir politique européen, mais au contraire, la même globalisation et les défis qui viennent de la globalisation génèrent des sentiments de peur, d'incertitude, qui poussent dans la direction opposée. Ça veut dire assez renfermé dans la dimension nationale, même à la recherche des petites patries, ça veut dire de s'enraciner dans les certitudes du sol, du sang,
et à se méfier des autres, à l'époque où la seule réponse possible devrait être la coopération avec les autres. Il faut aussi souligner, parce que je pense qu'il faut dire aussi les éléments positifs, que dans un cadre difficile, on a eu aussi une mobilisation solidaire d'une partie de l'opinion publique, d'ONG. Je pense à l'Italie et à la position et à l'activité de l'Église catholique. Je pense à l'appel du pape, accueillir les réfugiés, qui a été très important. Pas toutes les églises chrétiennes ont eu les mêmes sentiments. Je pense qu'il faut souligner aussi qu'on a eu des États qui ont ouvert leurs frontières. On a parlé beaucoup de l'Allemagne, on pourrait parler de la Suède et du courage du gouvernement suédois. Et il faut ajouter aussi que les institutions européennes, notamment les parlements, les commissions, la Commission, ont vraiment joué un rôle dans l'esprit européen et ont essayé de répondre à cette crise avec une relance de la solidarité parmi les différents pays de l'Europe. Il faut dire que tout est devenu plus difficile après Paris, parce que la perception de la menace du radicalisme et du terrorisme s'est superposée au problème de l'accueil de réfugiés. Bien sûr, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir l'une et l'autre, mais dans la perception de l'opinion publique et dans la propagande des mouvements du populisme de droite, etc., cette idée qu'on est envahi, qu'on est menacé, a, à mon avis, poussé l'opinion publique dans son sentiment de peur et aussi, malheureusement, j'ai peur que ces sentiments vont avoir des conséquences politiques qui ne sont pas bien pour les forces démocratiques, pour la gauche, pour ceux qui soutiennent les valeurs de la solidarité. Ce qui est nécessaire aujourd'hui est une réponse politique forte et sage. D'un côté, il faudrait profiter de l'occasion pour adapter les règles, les structures et mettre l'Europe en mesure de faire face aux urgences. Je pense que tout le monde a compris que le traité de Dublin, cette idée que le problème des réfugiés c'est un problème national, ce sont des règles du siècle passé vis-à-vis des urgences dramatiques générées par des guerres, par des conflits, par des millions de réfugiés. L'Europe doit profiter de cette occasion dramatique pour changer les règles, pour créer des structures capables d'être en mesure de faire face à ces défis qui, à mon avis, peuvent se proposer dans le futur. Au moins, il faudra harmoniser les critères d'asile. Il n'a aucun sens dans un espace commun, je pense à Schengen, qu'il y a des différents critères par rapport à l'asile. Deuxième, il faut déployer une stratégie efficace pour la paix en Syrie, pour la stabilité en Libye. Et voyez, je ne suis pas contraire à l'usage de la force
contre ce que j'appellerais le fascisme de l'État islamique. Mais quelle est la stratégie politique? La force est un moyen. Quel est le but? Ça n'est pas clair. Quels sont les projets politiques? Au moins, quels sont les projets politiques européens? Qu'il faudra discuter avec les autres, avec la communauté internationale, avec les gens sur le terrain qui sont intéressés au futur de la Syrie. Ça, je ne les comprends pas. Ça, c'est la faiblesse aujourd'hui de l'action de l'Europe et des pays européens qui sont plus engagés dans la crise. Et finalement, pour terminer, je pense qu'il faut discuter d'un problème qui n'a jamais été adressé au sérieux en Europe. Qu'est-ce que c'est que l'islam chez nous? D'où viennent les foreign fighters qui ne sont pas des réfugiés, mais sont souvent des citoyens européens? Pourquoi la radicalisation? Pourquoi on n'a pas été capable jusqu'à maintenant? Bien sûr, il s'agit des minorités, mais on n'a pas été capable. Je ne parlerai pas d'une politique d'intégration. Même ces mots intégration est discutable, à mon avis. Mais de vivre ensemble. Et de l'autre côté, comment répondre à l'islamophobie? Il y a un paradoxe. Le radicalisme, d'où vient le terrorisme, et l'islamophobie ont la même racine culturelle. Ça veut dire que l'islam est violence. Ça, c'est l'idéologie des terroristes. Ça, c'est l'idée de l'islam qui ont les Européens islamophobes. Mais le temps est venu, à mon avis, d'un combat culturel. Aussi, dans ces domaines, bien sûr, il y a une dimension sécuritaire, mais on ne peut pas réduire ce défi à la dimension sécuritaire. Il y a une dimension culturelle, religieuse, politique et sociale. Je ne pense pas qu'à l'origine de la radicalisation, il y a l'inégalité sociale. Serait une réponse simpliste, à mon avis. Mais bien sûr, il est beaucoup plus facile de recruter dans la marginalité sociale, dans la pauvreté, dans le chômage. Il y a quand même un lien. Mais cette lutte culturelle, politique, sociale, il faut la conduire ensemble. Et à mon avis, c'est surtout à vous, à nos concitoyens musulmans, d'être en première ligne, parce qu'il s'agit de vous. Parce que les premières victimes de la radicalisation sont les musulmans. Je dis toujours que c'est à nous, avant tout, de répondre avec fermeté, de façon dure, à la barbarie de l'islamophobie, et c'est à vous, en première ligne, de répondre à la radicalisation et à la haine. Ça, je pense, c'est un peu la façon de se partager le travail, et c'est une idée pour ouvrir le débat. Merci. Merci bien, Monsieur Massema. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Tariq Ramadan sur cette problématique
réfugiés, Europe, quelle responsabilité face à l'évolution de cette question aujourd'hui? Bien, j'aimerais d'abord remercier le European Muslim Network, en particulier toute l'équipe belge, de nous recevoir encore, cette fois-ci encore ici, dans ces conditions, ces bonnes conditions, et qui nous permettent d'avoir ces discussions de fond. Remercier de l'organisation de ce soir, et en même temps en espérant que ça nous renvoie les uns et les autres à nos responsabilités respectives de là où nous nous trouvons, parce que je pense que cette question des réfugiés, cette question de la politique européenne, il faudra qu'à un moment donné, il faut désormais qu'on se rende compte en tant que citoyen. Quand je dis nous, c'est tous les citoyens, c'est-à-dire que c'est tous les citoyens européens, qu'on soit beaucoup plus engagés sur la question de la politique européenne, parce que on se rend compte de la bureaucratie qui peut être la réalité à Bruxelles. On se rend compte que souvent des décisions sont prises sans véritablement notre engagement. Et donc nous sommes en train de regretter qu'il n'y ait pas de politique européenne, mais il y a peu de conscience européenne chez les citoyens. À partir d'un certain moment, il faut qu'on la nourrisse et qu'on se rende compte que nous avons un rôle à jouer. Moi, ce que j'aimerais mettre en évidence par rapport à cette question, d'abord en guise d'introduction, je pense qu'il faut que nous rappelions un certain nombre de principes. Et ce sont des principes éthiques, ce sont des principes humains, ce sont des principes, on parle souvent des droits humains, on en parle quand il s'agit des sociétés où les droits humains ne sont pas foncièrement respectés, mais à un moment donné, au-delà de nos sociétés, quand on parle que de notre citoyenneté, il ne faudrait pas qu'au nom de notre citoyenneté, nous oublions le droit de l'humanité et de l'humain. Et ça veut dire, première position de principe, c'est qu'il en va de la dignité des hommes, et les réfugiés qui quittent leur pays, qui quittent la guerre, qui quittent les bombes, ont des droits, et le premier, c'est le droit à la dignité. Nous avons le devoir de l'accueil. Ça, c'est une position de principe qui est forte. Parce que qu'on continue à dire, et c'est vrai, on s'aperçoit que les premiers réfugiés qui ont pu quitter la Syrie ou qui ont pu quitter l'Irak se sont réfugiés par la force des choses dans les pays avoisinants. Mais à un moment donné, ça nous revient à nous, en Europe, et donc il y a une position de principe à avoir. Le premier principe, c'est les réfugiés, quand ils fuient des bombes, quand ils fuient la mort, nous avons un devoir moral de recevoir les personnes et de lutter contre nos peurs, du discours qui peut être xénophobe et qui va jouer là-dessus. Donc il y a une position de principe. Et cette position de principe, il faut qu'on aille loin. Parce que moi, je trouve formidable le mouvement qui, à un moment donné, a suivi ce que vous avez mis en évidence, l'Allemagne, et puis la position qui a été de dire qu'il faut les accueillir. Mais la source de cette énergie, de cette bonne énergie émotive, c'est une photo. Et l'instrumentalisation et l'usage d'une photo. Mais avant cette photo, il y a 2300 personnes qui meurent dans la mer et ça ne nous émeut pas. Il y a eu combien d'enfants comme cet enfant Aliane qui sont morts et ça ne nous a pas émus. À partir d'un certain moment, c'est la conscience citoyenne qui se dit mais attendez, il faut qu'une image nous touche pour que nos consciences se réveillent au niveau du droit humain, c'est-à-dire de recevoir ces gens-là. Saluer l'émotion, c'est quand même s'inquiéter sur le manque de conscience politique. C'est quand même, parce que je veux dire, on l'a eu à un moment donné, on s'est même ému quand le bateau a échoué. Même l'ancien président de la Commission européenne s'était rendu à Lampedusa. Lampedusa, mais ça devrait être la façon dont les choses se sont passées, ont continué à se passer avant. C'est un drame de la conscience européenne. C'est pas l'Italie, c'est nous tous. C'est pas possible d'accepter ça. Et donc, à partir du moment où on pose des principes, il faut qu'on les pose de façon claire. Deuxième des éléments, quand on travaille au niveau politique, quand on travaille dans les institutions européennes ou quand on travaille dans les institutions nationales, on s'aperçoit d'une chose, on a un vrai problème avec la terminologie.
Et comment est-ce qu'on définit les gens? Qu'est-ce que c'est qu'un réfugié? Qu'est-ce que c'est qu'un migrant? Comment est-ce qu'on détermine un réfugié politique d'un réfugié économique? Pourquoi un réfugié politique aurait plus le droit qu'un réfugié économique quand rien ne marche dans le pays, quand il y a la pauvreté, quand il n'y a plus de dignité parce qu'il n'y a plus d'emploi et que quelqu'un fuit son pays parce qu'il y a la corruption et la mort? À partir de quel moment l'un est légal et l'autre devient illégal? Et ça aussi qu'il faut qu'on... Parce que dès que vous posez la question de principe, vous posez la question de la terminologie. Parce qu'on le sait, la terminologie, ça vous fait entrer... Ça peut être inclusif comme exclusif. Ceux qui hier étaient des terroristes et qui deviennent aujourd'hui des gens qui libèrent leur pays, et le contraire. Ceux qui hier étaient des gens qui libéraient le pays. J'ai mis récemment sur Facebook cette photo de Ben Laden que le Independent en Angleterre nous présentait comme celui qui était l'ami qui libérait. Je veux dire, ah ouais, d'accord. 93. 22 ans plus tard, c'est le pire. Il faut le tuer et on doit danser à New York quand on le tue. On danse à New York quand on le tue. En 93, c'était notre allié, il allait libérer l'Afghanistan. Donc les termes changent. Mais si on a des principes, il faut déterminer de qui parle-t-on. Et à partir de quand un réfugié, on le considère. Et je pense que dans le jeu des institutions, qui sont parfois liées à la question politique, eh bien, nous avons la première résistance est terminologique. De qui parle-t-on et pourquoi en parle-t-on comme ça? Pourquoi en parle-t-on comme ça? Pourquoi parfois c'est un immigré? Pourquoi c'est un immigré économique? Et qu'est-ce que c'est qu'un légal et un illégal? Ceux qui sont à un moment donné, on dit qu'il faut qu'on arrête de parler de légal et d'illégal, il faut qu'on parle de gens sans papier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas de papier, comment on fait? Toute cette terminologie-là, il faut également faire attention parce que quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, quand on voit ce qui se passe en Afrique et quand on voit l'immigration, à un moment donné, moi je suis troublé, je veux dire éthiquement, quand on fait d'un réfugié économique quelqu'un qui est un bandit. C'est un clandestin, c'est un bandit. Et quand on voit les conditions de là qu'il fuit, je dis attendez, c'est pas une double peine ça? C'est la peine de son pays et puis la peine d'être un bandit ou de le criminaliser, parce que la criminalisation de la migration, c'est un problème aussi. Donc il faut qu'on parle de tout ceci, ça me paraît aussi important. Les politiques ne nous ont pas toujours aidés. La confusion politique ne nous a pas toujours aidés, parce que parfois on joue sur le mot quand on n'a pas de vision claire des choses. Donc rendre confuse la terminologie quand il n'y a pas de vision claire en termes de politique, ça on connaît aussi, oui. Le temps de pouvoir retomber sur ses pattes. Troisième des choses que je voulais mettre en évidence, Fouad mettait en évidence que le thème a été choisi avant ce qui s'est passé à Paris et ce qui s'est passé à Bruxelles. Mais il y a une chose aussi qui est très importante, on s'en aperçoit, c'est que les choses, il ne faut pas les confondre, mais il faut garder des connexions entre ces... Il y a une vraie réalité entre la question des réfugiés, de la migration, et la question de la violence, et la question aujourd'hui de ce que vous avez mis en évidence, la question de l'islam, de la place de l'islam, de la radicalisation, ce qu'on appelle la radicalisation, de l'extrémisme violent. Mais ça va même plus loin. Avec la conférence qui se passe à Paris, à un moment donné, il faudra aussi qu'on questionne nos politiques économiques de dévastation du monde et qui font qu'à des moments donnés, les catastrophes vont aller dans le sud et que de le sud, on revient vers le nord. Tout ça, donc, il ne faut pas tout confondre, mais il ne faut pas tout séparer. Ces politiques de la séparation et de la fragmentation du discours, c'est un problème parce qu'on ne sait plus comment aborder ces questions de façon sur le long terme, parce que le problème du temps politique national, c'est qu'il y a une incapacité à percevoir le temps long. Je veux dire, vous pouvez vous asseoir avec des politiques, quand vous les écoutez sur le temps long, ils sont tout à fait d'accord. Mais les enjeux de la prochaine élection font qu'on ne peut même pas penser ça. C'est-à-dire, le temps politique interdit aux politiques de penser le temps long d'une vraie volonté politique de changer les choses. Et donc, on a des politiques qui sont gentils en théorie, contraints en pratique. Contraint en pratique, c'est-à-dire je veux dire, quand vous voyez, je veux dire, j'étais hier dans le sud de la France, je discute avec des politiques, je me dis, mais la peur, elle vient des prochaines élections. Si je dis ce que je vous dis là, d'un point de vue public, ben, je suis sûr de perdre les prochaines élections. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement va dans un autre sens. Le déplacement du curseur sur la droite fait que, voilà. Eh bien, ça aussi, il faut qu'on se pose des questions. Rapidement, ce que j'aimerais... Donc ça, c'est mes éléments d'introduction, position de principe extrêmement claire, il faut l'avoir vraiment fermement. Mais ça, c'est là où les citoyens sont importants. À partir d'un certain moment, il en va de notre dignité citoyenne de considérer la dignité humaine de ceux qui viennent.
et que si moi, au nom de ma citoyenneté, je devrais déshumaniser ceux qui viennent pour protéger mes intérêts citoyens, eh ben, ma citoyenneté ne vaut pas grand-chose. Elle ne vaut que le statut qui me protège et non pas le statut de la dignité que nous partageons. Et puis ensuite, bien entendu, ce que je mettais en évidence comme deux autres points. Donc, il y a dans cette crise des réfugiés quelque chose qui est la crise en aval. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait les conséquences. Et je commence par les conséquences parce que ça nous vient à nous, puis ensuite il faut remonter. Et ce que je mettrai en évidence ici, c'est que ce que vous avez mis en évidence, il y a un vrai problème en Europe. Quelle est la politique européenne en matière d'accueil ? C'est-à-dire qu'on fait entrer des pays dans l'Europe, on voit la Grèce qui est exposée, l'Italie qui est exposée, et le discours qui est en train de ressortir, c'est de dire, attendez, vous savez ce qu'on va demander à la Grèce, c'est ce qu'on va demander à l'Italie, c'est plus de sécurité, et donc il faut... Mais c'est même pas ça. Quand vous écoutez le discours des néoconservateurs aux États-Unis maintenant, c'est de demander à l'Europe d'affermir les frontières internes à l'Europe pour qu'on les empêche de rentrer encore davantage, pour pas qu'il y ait un effet d'aspiration de la migration. À partir d'un certain moment, là c'est la politique européenne qui pose un problème et qui aujourd'hui se pense essentiellement par rapport aux réfugiés à la migration. Je suis désolé, là vous pourrez peut-être me contredire, mais moi ce que j'entends souvent, c'est une politique sécuritaire, c'était une politique de la sécurité. Alors, encore une fois, on ne peut pas considérer qu'il ne faille pas une politique qui régule. Il faut une politique qui régule. Mais la régulation, elle n'a de sens que quand on a une vision globale de l'accueil et de l'équilibre des forces en Europe. C'est-à-dire qui peut accueillir et comment. Parce que tout à coup, sur la base d'une photo, tout à coup, on nous dit qu'on peut accueillir un certain nombre et que l'Allemagne va le faire, que la Suède prend des positions qui sont extrêmement courageuses, effectivement, mais que ce ne sont pas les seuls. Il y a eu beaucoup... Tout à coup, pourquoi à ce moment-là et pas avant? Pourquoi n'a-t-on rien fait auparavant? Comment cette politique en aval, elle est gérée? La politique des frontières, et puis, en même temps, eh bien, comment on doit développer au sein de l'Europe, sur tout ce qui nous revient, une politique qui soit cohérente. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en matière de politique intérieure, l'Europe manque totalement de cohérence avec la gestion de la crise en aval. Et qu'on est au petit... Pourquoi je dis ceci? Parce qu'en fait, sur le long terme, n'importe quelle vision politique européenne qui voit sur les 20 prochaines années, elle sait qu'en fait, les gens qui peuvent venir en Europe, économiquement, on peut en avoir besoin. C'est-à-dire qu'économiquement, on a ce besoin-là. Donc ça, il faut avoir une vue longue, c'est-à-dire en termes de dignité de la personne, mais aussi en termes de nos besoins au niveau européen. La gestion de la crise en amont, ce que vous avez mis en évidence, il n'y a pas de politique étrangère européenne. Il y a une politique, je veux dire, ce qui est aujourd'hui qui fait avancer l'Europe, c'est, vous voyez en ordre dispersé, beaucoup de pays qui sont dans la ligne de la politique américaine en Europe. La ligne américaine en Europe. Et qu'en l'occurrence, qui se distingue? Quel est le pays qui se distingue aujourd'hui en Europe de la ligne américaine sur la question du Moyen-Orient? Donnez-moi un exemple de quelque chose qui soit cohérent en termes européens. Et ça veut dire que sur la gestion des conflits, sur la gestion même des alliés, parce qu'on a des alliés, les États du Golfe sont des alliés. Aujourd'hui, l'Iran est rentré dans le concert du dialogue, mais c'est la foire d'empoigne dans la région. Quel est le rôle de l'Europe à gérer en amont les situations en Syrie, en Irak et dans toute la région? Déjà, l'Europe, sur la question israélo-palestinienne, est totalement hors course dans n'importe quelle décision fondamentale. On ne voit rien. Et en plus de ceci, la seule chose qui compte, c'est de nous sortir. Je suis désolé, je sais que ça a choqué pas mal de Français, mais je le répète, en 2001, j'ai entendu de la rhétorique sur le plan sécuritaire aux États-Unis, comme sur le plan on va leur montrer qu'on n'a pas peur, quelque chose que j'ai entendu par François Hollande une semaine après ce qui s'est passé à Paris. On va leur montrer, on va frapper, mais pour qui? Pourquoi? Quel est le but? Quel est le projet? Et ne tue-t-on pas des innocents? Quel est le projet de la politique européenne au Moyen-Orient? Si ce n'est un désordre total. Et donc, de ce point de vue-là, si vous ne gérez pas en amont, vous n'allez pas pouvoir gérer en aval. Et donc, ce que je disais aussi, parce que, et je terminerai sur ces éléments-là, sur le long terme,
sans gestion de la situation, sans vision claire de la gestion en aval, sans politique claire sur comment fait-on en amont dans les pays, parce on ne peut pas gérer les réfugiés s'ils ne peuvent pas rester dans leur pays, si à un moment donné on ne peut pas penser aussi au retour dans leur pays. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement toute la question de la justice économique, c'est-à-dire la reconnaissance des besoins du pays, la justice sociale, la démocratisation réelle, pas la démocratisation du type Bush, on va démocratiser le Moyen-Orient et on déstabilise tous les pays, parce que finalement ce qui s'est passé à partir de 2003, c'est la déstabilisation du Moyen-Orient et l'acceptation de dictatures quand ça nous sied, donc une incohérence. Et sur le long terme, pour nous, aujourd'hui, en Europe, c'est de pouvoir dire un véritable nous européen. Et c'est pour ça que je me démarquerai. Je comprends exactement ce que dit M. Dallemois quand il dit « votre responsabilité à vous et notre responsabilité à nous ». Moi, je dis « notre responsabilité à nous, c'est terminer le vous et le nous ». Nous, vous, c'est nous c'est vous. C'est nous. Nous. Ensemble. Non, mais ça, je comprends d'où vous le dites. Mais je veux que vous compreniez d'où je le dis. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, pourquoi? Parce que ce que vous avez dit dans la deuxième partie de votre propos est très important. C'est-à-dire que ça revient sur la question de l'identité européenne, de qui parle de l'Europe, de comment se définit l'Europe, parce que aujourd'hui, on est en train de faire une Europe de la peur et de la suspicion. Et ça veut dire de ce point de vue-là qu'on doit aborder des questions qui vont être celles de notre discussion, de la question des réfugiés et de la violence. On a entendu, ça vient des États-Unis, ça a été ça vient pas des États-Unis, ça a été répété aux États-Unis, c'est présent dans le discours européen. N'accueillons pas les réfugiés. Dans les réfugiés, il y a des terroristes et voilà ce qui se passe. Donc comme on ne peut pas prendre ce risque-là, le premier qui l'a dit en français, Estrosi, dans le Sud, qui a dit attention, les réfugiés viennent et parmi eux il y a des terroristes. Et tout à coup ça se confirme parce qu'il y en a un qui est passé par la Grèce et donc il y a une politique de la suspicion. Donc ce qu'on vit à l'intérieur, les immigrés ou les réfugiés vont le vivre. La question des réfugiés et de l'islam, ça c'est ce que vous avez mis en évidence, et la place d'Europe dans le concert des nations sur ce discours-là, ça ce sont des choses sur lesquelles il faut que nous soyons engagés. Un, je le répète, sur la question des principes. Deux, sur la question de la cohérence. Et la troisième des choses, aujourd'hui, on a besoin de politiques qui soient courageux et qui voient sur le temps long et non pas le temps des élections. En fait, la quadrature du cercle, c'est celle-ci. N'importe quelle décision politique cohérente aujourd'hui qui aurait le courage de prendre des positions de ce dont on est en train de parler ce soir est en fait impopulaire dans les prochaines élections. Donc en fait il faut, la quadrature du cercle, c'est comment est-ce que j'ose prendre des positions politiques impopulaires et qui pourtant sont justes du point de vue éthique, moral et politique. Aujourd'hui, où sont les politiques qui peuvent dépasser cette quadrature du cercle? J'en vois pas. Ou alors on fait autre chose que de la politique. Merci. Alors merci professeur Tariq Ramadan de nous lancer la perche pour la transition. Si vous le permettez, monsieur Dallemois, on peut bien convenir qu'il vous a interpellé sur la responsabilité européenne, sur ce que vous avez déjà dit sur la non-clairvoyance d'une politique étrangère européenne et sur la responsabilité même des acteurs politiques. Pourrait-on vous demander de réagir à cela ou à ce que M. Ramadan a évoqué pendant son intervention avant de lui donner le micro à son tour? Merci. Bon, je voudrais dire que je partage beaucoup des critiques envers la faiblesse de l'Europe et l'absence d'une initiative européenne. Et on pourrait dire aussi les responsabilités du passé, ça veut dire la complicité de l'Europe avec les dictateurs dans les mondes arabes. Et je ne suis pas l'Europe. Je pourrais parler du mouvement politique que je représente, de mon expérience politique. Je suis pour une Europe plus active pour la paix.
J'ai essayé aussi personnellement de jouer ce rôle. J'étais ministre des Affaires étrangères de l'Italie à l'époque de la guerre entre Israël et le Liban, et j'ai travaillé pour arrêter la guerre et pour déployer une force internationale entre Israël et le Liban et pour garantir la paix. Et ce n'était pas facile de convaincre les Israéliens d'arrêter les conflits, ni d'aller négocier avec Hezbollah, ce qui était nécessaire. Mais en même temps, en Europe, Hezbollah était considéré une organisation terroriste. Mais je les rencontrés. Il y avait partout dans mon pays des affiches dans lesquelles j'étais appelé Dalem Allah par la droite. Oui, c'était la lutte pour la paix. Et il faut aussi payer des prix politiques. Il faut dire au moins que ce que l'Europe a décidé sur les biens qui sont produits dans les territoires occupés, ça a été un premier pas de courage politique. Et la réaction d'Israël qui a décidé d'exclure l'Europe des colloques de paix, d'un côté arrogante, de l'autre côté ridicule parce qu'il n'y a pas de colloque de paix. Mais quand même, ça montre que pour la première fois, dans les dernières années, l'Europe a montré une position qui est cohérente avec les valeurs européennes. Il faut faire plus, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Il faut rechercher, laisse-moi dire en tant qu'Italien, qu'on a, dans la Méditerranée, on a sauvé des milliers de femmes, des enfants, des gens avant la photo. Avant la photo, nous après, avant. Et je pense qu'il faut distinguer parmi les Européens. Il y a des Européens qui ont compris cette tragédie et n'ont pas eu besoin de l'image tragique d'un enfant mort sur la plage. À mon avis, ce que j'avais proposé, c'était d'aller là-bas, prendre les réfugiés avec nos bateaux et de ne pas les laisser dans les mains de des gens qui trafiquent sur la vie, qui spéculent de l'argent sur la vie des réfugiés. C'est ce qu'on a fait, j'étais Premier ministre, c'est ce qu'on a fait au Balkan. Pendant la guerre au Kosovo, il y avait des centaines de milliers de réfugiés et on est allé là-bas, on les a pris, on les a amenés chez nous. On n'a pas eu de boat people dans l'Adriatique. C'était une autre Europe, plus forte, qui n'était pas frappée par la crise. C'était l'Europe à 15. C'était une Europe dans laquelle, sur 15 premiers ministres, 11 étaient membres du bureau de l'Internationale socialiste. Il y avait une unité politique de l'Europe. Et la crise de Kosovo et l'événement de réfugiés à l'époque a été géré d'une façon tout à fait différente par rapport à ce qu'on a vu dans les derniers mois. Bien sûr, cette crise a une dimension différente et beaucoup plus grande. Mais aussi, je pense que l'effet qu'un petit pays pauvre comme le Liban est capable d'accueillir 1,5 million de réfugiés sur 5 millions d'habitants, 6 millions d'habitants, et que la riche Europe n'est pas capable de gérer les flux de réfugiés, ça, à mon avis, ce n'est pas ici que je l'ai dit, je l'ai déjà dit, ça, je pense, est une défaite pour nous. Mais vous avez très bien dit, nous, c'est nous. Oui, c'est nous. Oui, mais il y a un problème parmi nous.
c'est qu'il y a des gens que vous n'avez pas évoqués. Il y a des gens qui massacrent, qui prennent les homosexuels et les lancent du balcon, qui massacrent les femmes au nom de l'islam. Et parmi nous, ceux qui sont musulmans, devraient souffrir ce problème de façon tout à fait particulière. C'est ça que je voulais dire. Non que je le sais bien. On est ici parce qu'on est nous. Mais entre nous, laissez-moi dire... laissez-moi dire... Ouais, je viens du mouvement communiste. Et quand il y avait quelqu'un... Oui, j'étais communiste, c'était... Moi. Exactement. Et déjà, on a terminé d'être nous. Et quand il y avait des gens qui opprimaient les autres ou les tuaient au nom du communisme, ça, c'était pour moi une tragédie. Mais j'étais un communiste italien, ça veut dire un communiste qui était en faveur de la démocratie. Ça, c'est ma vie, mon expérience personnelle. J'étais à Prague en 68. Et j'étais dans la rue avec les gens qui protestaient contre l'armée rouge qui était là. Mais j'étais communiste. C'est une contradiction dramatique. Alors, il y a des gens qui considèrent l'islam comme une religion qui oblige à tuer les autres, les infidèles, à les détruire. Et j'ai souligné un élément, c'est la même idée de l'islam qu'ont les islamophobes. Et quand j'ai dit, nous qui ne sommes pas musulmans, nous avons le devoir d'arrêter l'islamophobie, mais les musulmans qui aiment la vie et les valeurs humaines ont le devoir d'être en première ligne contre qui, au nom de la foi, de la religion, massacre les autres. Ça, c'est nous, entre nous, travailler pour les mêmes valeurs, chacun faisant son propre devoir. Ça, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de se partager, c'est l'esprit de travailler ensemble, mais chacun avec la force de son expérience et de sa culture. Et je pense que cette idée de l'islam, c'est une idée qui tout à fait défigure l'islam. Mais si je le dis, ça a moins de sens. Si c'est l'imam qui le dit, peut-être ça a peut-être plus d'influence, parce que je n'ai pas l'autorité pour dire ça. C'est l'opinion d'un intellectuel de gauche qui considère la civilisation islamique comme une partie de la civilisation européenne, de notre propre culture. Je dis clairement, même quand j'étais au pouvoir, je disais, je suis un immigré de 30e génération, parce que ce n'est pas difficile d'entendre que D'Alema, ce n'est pas un nom d'origine flamande, non. Halim, c'est le fils Halim. Mes ancêtres étaient des Arabes qui étaient au service de l'empereur Frédéric II. Ça veut dire que ça, c'est l'Italie, c'est le melting pot au centre de la Méditerranée. Et si on ne considère pas l'islam comme l'une des racines de notre civilisation, de notre peuple, etc., ça veut dire vraiment qu'on n'a rien compris, ce qu'on est nous. Mais ce grand problème, il ne faut pas absolument sous-estimer. Je suis très critique envers l'Occident et je pense que l'Occident aussi a des responsabilités. Je pense que la guerre en Irak a été déstabilisante. À mon avis,
la gestion de l'après-guerre, ce que les Américains ont fait après, a été parfois pire de la guerre. Les sentiments d'humiliation, d'exclusion des sunnites, etc., a donné une base au mouvement radical, sans doute, je le sais. J'en ai discuté avec eux. J'étais dans une petite délégation de l'Internationale socialiste à Bagdad, juste après l'occupation américaine. On a rencontré Bremer. Il nous a expliqué qu'il allait dissoudre l'armée irakienne. Je lui ai dit, vous allez créer, mon ami, 300 000 chômeurs avec les Kalachnikov. Ça, c'est pas la fin de la guerre. Ça, c'est le début de la guerre. C'était la vérité, en réalité. Oui. Mais en même temps, je pense que dans les mondes musulmans, il y a les terroristes, mais il y a aussi une zone grise. Qu'au nom d'une critique parfois juste à l'Occident, ne font pas ce qui devrait être fait contre la pensée radicale, contre les fondamentalismes, on l'appelle comme ça, on pourrait discuter de ces mots, mais on s'entend entre nous. Et je pense que si cette zone grise ne se mobilise pas contre le fascisme, parce que je l'appelle fascisme, le fascisme de l'État islamique, ça va rendre beaucoup plus difficile aux Européens qui ne sont pas droites, qui ne sont pas islamophobes et qui vraiment voudraient, ont une idée de l'Europe ouverte, multiethnique. Ça va rendre beaucoup plus difficile notre vie commune et notre vie. Alors, ça c'est un problème. Pas pour dire nous et vous, mais pour dire que vous, un intellectuel musulman, européen, avec l'autorité et les prestiges que vous avez la possibilité de faire beaucoup en ce sens et de mobiliser une large partie du monde musulman européen dans une réponse politique, culturelle, religieuse, qui est très importante. Surtout parce que, je suis d'accord, on ne peut pas laisser seulement à la dimension sécuritaire cette lutte. Et plus que nous agissons sur le terrain de la culture et de la politique, et moins il est nécessaire de faire sur le terrain sécuritaire. Ça, c'est mon idée. Merci. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ma médiation, Monsieur Ramadan. Non, ce à quoi on assiste et la discussion que nous avons là, elle est capitale. Elle est capitale. Parce qu'en fait, ma thèse et ma proposition va exactement au centre de ce que vous avez dit et je vais rebondir sur votre propre exemple. Vous fûtes communiste à l'époque où se passait au nom du communisme le pire en matière de totalitarisme. Et vous aviez un devoir moral de vous positionner, c'est juste. Je conçois tout à fait ce que vous êtes en train de dire. En tant qu'Italien, donc européen, italien et communiste, vous aviez le devoir moral de prendre une position par rapport aux communistes et à aucun moment dans votre positionnement politique, votre appartenance à l'Europe et à l'Italie n'était soupçonnée. Vous étiez bien européen. Et vous disiez nous, Européens, et vous étiez communistes. Le problème que nous avons avec l'islam, c'est qu'à un moment donné, le fait de la non... Parce que là, ce qu'il faut, c'est un déplacement du paradigme et une révolution intellectuelle. C'est-à-dire que, sans que vous vous en rendiez compte, implicitement,
quand vous dites « nous » et « vous avez la responsabilité », l'implicite du discours, c'est pas ce que vous voulez, mais c'est comme ça que la perception s'est aujourd'hui installée en Europe, c'est que le musulman qui va prendre position par rapport à cet événement-là, c'est son appartenance à l'Europe qui est questionnée. Et c'est pour ça que je veux qu'avec moi, nous puissions dire « nous », et qu'en tant qu'Européen, j'ai effectivement le devoir moral de prendre une position par rapport à ce que font un certain nombre de groupes, de cette violence extrémiste, mais que je ne le fasse pas pour répondre à vous qui me dites vous, mais que je le fasse avec vous quand nous, ensemble, nous disons nous. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, c'est l'appartenance à l'Europe, le fait que l'islam aujourd'hui n'est pas considéré dans l'inconscient du discours politique comme une religion européenne. Que ce qui est attendu d'un certain nombre d'intellectuels, c'est la dénonciation qui est la condition de votre appartenance. Alors que je suis en train de poser les choses dans un autre terme, la dénonciation, elle n'est là que comme un devoir moral, mais elle n'est pas une condition de mon appartenance, puisque ceux qui parleront avec moi sont dans un discours qui fait effectivement aujourd'hui de l'islam une religion européenne. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans le propos là, en termes psychologiques, ça a un impact. C'est que tout le discours que l'on a, et qui en fait nourrit l'extrême droite et nourrit la xénophobie, c'est ce discours de l'implicite, de ce qui est non dit. Et qu'à un moment donné, il y a chez nos politiques un pas en arrière qui dit « vous les musulmans ». Non, non, c'est nous les Européens, et parmi les Européens, nos voix doivent venir ensemble. C'est-à-dire que ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est pas que vous m'interpelliez en tant qu'Européen qui va se situer d'abord comme musulman pour dénoncer, mais comme Européen qui, avec vous, va prendre une position morale de principe ensemble. Jamais à un moment donné, votre appartenance à l'Europe n'a été questionnée. Et ça, c'est le grand problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au nom d'un discours, parce que ça fait quand même 25 ans pour ce qui me concerne, mais on est combien ici, systématiquement, on doit prendre une position par rapport à l'extrémisme, prendre une position par rapport au littéraire. Et c'est tout le temps la même chose, tout le temps. Mais l'implicite de ce qui n'est pas dit, c'est votre appartenance est suspectée parce que eux ils remettent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de politique claire de ce point de vue-là. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit nous. Quand je viens ici et que je vais parler par exemple de ce qui se passe par rapport à... Je dis avec vous, vous et moi, on doit avoir les deux faces de la pièce. Ceux qui disent ça n'est pas religieux, c'est que politique, nous trompent. Ceux qui disent c'est que politique, c'est que religieux et c'est pas politique, nous trompent. C'est les deux. Mais c'est là où on doit avoir la force d'un discours politique, vous et moi. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, une pensée musulmane, européenne, ou une pensée musulmane tout court, elle prend position par rapport à ça. Et j'aimerais quand même vous dire que cette position-là, mais regardez ce qui se passe dans le monde, depuis combien de temps les musulmans européens, internationaux ont pris des positions? Pourquoi? Expliquez-moi. Pourquoi ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on prend des positions sur l'islam et qu'on n'est pas entendu en Europe? Pourquoi systématiquement on vient dire « mais on ne vous entend pas assez ». On n'arrête pas de le dire. Mais ça veut dire quoi? C'est que ceux qui ne nous entendent pas, en fait, ne nous considèrent pas comme un nous encore. Je ne parle pas de vous, mais la surdité d'un certain nombre de politiques vient du fait que je ne suis pas dans leur définition de ce nous. Donc ils n'entendent pas. Et ils lui disent « ah mais vous devez, vous les musulmans ». Mais attendez, ça fait combien de temps qu'on le dit? Donc aujourd'hui, ce qu'il faut déplacer, c'est le centre de gravité de ce nous en disant ben, « nous sommes ensemble ». Et ce discours-là, il est là. Et le jour où vous, Massimo D'Alema, vous dites « je suis européen », mes concitoyens européens, italiens, de confession musulmane, je suis avec eux et j'ai entendu ce que nous disons ensemble, c'est que nous condamnons cette violence extrémiste. Mais qu'en même temps, vous ne le réduisiez pas à la question politique, religieuse, mais qu'aussi vous dites ce que vous venez de dire, et nous, ensemble,
Nous pensons qu'il y a des raisons objectives à ce déplacement-là. Un discours religieux, littéraliste et parfois violent, mais des questions politiques sur lesquelles nous devons nous poser les questions ensemble. C'est-à-dire la cohérence de notre rapport à certaines dictatures. La cohérence, donc il faut les deux faces, mais il faut que nous le disions ensemble. Pas chaque fois que je viens, on dit vous d'un point de vue religieux parlez, puis nous d'un point de vue politique, et puis on a créé cette division implicitement. La différence entre vous, communistes, qui aviez à prendre position par rapport aux communistes, et moi, musulman, qui ai à prendre position par rapport à l'islam, c'est que vous étiez clairement dans l'Europe et que je suis suspicieusement en dehors. En dehors. C'est-à-dire, c'est pas clair que je suis encore européen jusqu'au moment où je vais m'épuiser à la dénonciation. Donc, la seule chose qui nous fera sortir de ça, c'est qu'à un moment donné, on vienne ensemble et qu'on ait un discours beaucoup plus clair sur qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui. D'où est-ce que l'on parle? Et que vous puissiez dire, on l'a entendu ce discours-là. En fait, le jour où je ferai partie de votre vous, c'est quand vous pourrez dire je et que vous m'incluez dans ce je. Pas en me regardant en me disant quand il y a un problème, vous, puis quand ça va bien, nous. Non mais c'est très important parce que notre... Non, ça... C'est très, franchement, c'est très important. Moi, je vis ceci au quotidien, c'est sur le plan psychologique et sur le plan de la terminologie. Et donc aujourd'hui, l'islam est une religion européenne et comme politicien européen, vous avez le devoir, quand vous dites nous, que nous fassions partie de votre vous. Qu'on soit ensemble et qu'on puisse le dire de cette façon-là à un moment donné, parce qu'il faut que vous l'assumiez, ce discours-là. Il faut qu'on assume ce discours-là. Je veux dire, je rencontre des politiques, je vais terminer là-dessus, mais je rencontre des politiques qui me disent « mais on n'a pas de problème avec la majorité de nos concitoyens musulmans ». Mais dites-le. Dites-le. Non, pas vous, eux. Dites-le. Vous aussi d'ailleurs, dites-le. Mais c'est important, on n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et tout ce que vous entendez de la majorité de vos concitoyens musulmans, c'est non, on n'en veut pas de ça. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. Est-ce que vous avez le courage? Pas vous, parce que maintenant vous n'êtes pas en fonction, mais est-ce que les politiciens ont le courage de dire que l'idéologie qu'ils soutiennent de certains États du Golfe qui nous renvoient à un littéralisme qui développe là, est-ce qu'on est d'accord d'aller jusqu'à la cohérence, de dire c'est pas ce que l'on veut? Qui? Donnez-moi un exemple d'un politicien européen en charge, en fonction, qui a eu le courage de dire clairement la coopération économique avec les États du Golfe, nous en avons besoin. L'idéologie qui est produite par l'État, nous la refusons et nous voulons un islam européen nourri. Qui l'a dit? Clairement, publiquement. On n'a pas. Et donc à partir d'un certain moment, qu'on le dise. Alors nous, quand on le dit, je veux dire, je vais terminer là-dessus. Mon propre gouvernement genevois, quand j'ai pris position par rapport à l'Arabie Saoudite, quand ils sont en visite officielle, m'a demandé de me taire un peu parce que c'était pas le moment. Sarkozy est parti en Arabie Saoudite pour saluer l'islam modéré. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Alors, c'est pas pour fuir le débat, mais justement pour aller encore plus loin dans le débat, nous allons laisser la parole à une personne qui est justement en permanence entre le je, le nous, le vous, et qui le pratique au quotidien, en prenant l'initiative, en assumant cette responsabilité à laquelle vous appelez. Elle se considère comme un nous. Et donc c'est pour ça que c'était important d'avoir un témoignage de terrain qui exprime des réalités musulmanes très majoritaires dans cette Europe qui se construit, à laquelle il contribue, autour desquels il n'y a pas forcément assez d'éclairage pour montrer qu'un autre monde est possible avec nos nouvelles réalités. Ils n'attendent pas qu'on leur dise, ils n'attendent pas qu'on leur donne des médailles. Donc je vais donner la parole à Rachida Riahi pour justement une intervention de 10 minutes sur cette réalité qu'elle vit tous les jours. Et après elle, on donnera donc la parole, témoignage à Fateh. Salam alaikum. Voilà, ce soir, je remercie Eumène de m'avoir invité, en tout cas pour parler du terrain.
Ce qui a précédé était très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on revient de nouveau au même discours de se justifier en tant que musulman et pourquoi. Et là, moi, je ne suis pas politicienne du tout, donc je parle avec mon cœur. Donc si je choque, j'en suis désolée d'avance. Les gens qui me connaissent savent que... Voilà. Bref. Donc, moi, ce qui se passe en tout cas au niveau des réfugiés, sur le terrain, ça n'a rien à voir avec les politiciens ni avec les musulmans. Ce qui me touche le plus, c'est la catastrophe humaine qui se vit au quotidien. Ce qui me met en rage, c'est la politique étrangère de la Belgique, catastrophique. Et je n'ai pas peur de le dire, notre gouvernement a foiré. Notre gouvernement et l'Europe, désolé monsieur D'Alema, avec tout le respect que j'ai pour vous, ils ont complètement foiré avec les réfugiés. Pourquoi? Ce qui arrive aujourd'hui était prévisible. Il y a déjà, je vais dire, avec la connaissance, en tout cas géopolitique et ce qui se préparait, on pouvait déjà le prévoir il y a 8 ans. Il y a 8 ans, ça commençait déjà là-bas. Et il y a 8 ans, on pouvait déjà prévoir qu'on allait avoir une arrivée massive de réfugiés, en tout cas syriens. Moi, je me suis rendue à la frontière syrienne. J'ai été visiter des camps de réfugiés syriens à la frontière turco-syrienne. Ils sont mieux accueillis là-bas, en Turquie, à Antakya, Rayhanli, du côté de Bab el-Houa, qu'ici à Bruxelles. Ici, pseudo-pays démocratique, et je le dis ouvertement, de toute façon je ne m'en cache pas, pays qui n'a pas été capable d'accueillir au mois de juillet, ça a commencé par 400 personnes, on est passé à 500, 600, pendant tout le mois du Ramadan. Ce n'étaient pas les politiques qui étaient au parc Maximilien, c'était des gens civils. Il y avait des musulmans, il y avait des non-musulmans, il y avait des athées, il y avait des juifs. On en était arrivé à faire le travail de notre gouvernement. On a tiré la sonnette d'alarme au mois d'août en disant la situation est catastrophique. Il y a des femmes et des enfants qui sont arrivés ici à Bruxelles, épuisés. Situation d'hygiène déplorable, j'ai jamais vu ça, ça fait 27 ans que je suis sur le terrain, j'avais jamais vu ça. On a tiré la sonnette d'alarme quand au parc Maximilien, on n'avait pas uniquement des réfugiés syriens. On a eu les sans-papiers qui sont arrivés, puis il y a eu un mélange un petit peu de tout. Et il y a eu une pseudo-coordination, je dis, parce que moi je l'ai déjà dit haut et fort, les plateformes de tout genre qui se créent, qui récoltent des fonds et qui sont guidées comme des pantins par les politiques, on les a subis durant tout l'été, jusqu'au moment où cette même plateforme a décidé de lever la tente. Alors qu'au début, fin juin, quand les premiers réfugiés sont arrivés, c'était déjà fin juin, c'était les citoyens qui étaient là, c'était les citoyens qui étaient sur le terrain, c'était ni la plateforme, ni les politiques, ni qui que ce soit, ce sont des gens comme vous et moi qui avaient été touchés par la situation, qui ont vu des femmes enceintes arriver, qui ont vu des petits bébés arriver et qui se sont mobilisés, qui ont apporté les premières tentes, qui ont commencé à donner à manger. Ce pays a une politique de l'immigration catastrophique. Ce qui se passe sur le terrain, je ne vais plus parler de la politique parce que sinon je vais dire des choses qui ne sont pas bien. Mais je les pense, hein. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, la situation des réfugiés, elle est catastrophique. Au parc Maximilien, il faut le savoir, il y a des femmes qui ont été violées. Il y a des structures, j'appelle ça des structures, mais en tout cas, il y a eu des approches de réseaux de prostitution qui ont approché les jeunes filles. Il n'y a personne qui s'est inquiété de ce qui se passe pour les enfants. Il n'y a personne dans les politiciens qui s'est dit « Waouh, on a ce qu'on appelle les personnes fragilisées, des personnes âgées, épuisées, avec des pieds en sang, qui sont arrivées à Bruxelles. Bruxelles, capitale de l'Europe. C'est une honte. Moi, j'ai honte de dire que je suis bruxelloise par moment. Bruxelles, capitale de l'Europe, on a des gens qui arrivent,
qui ne sont pas pris en charge directement. On a des citoyens qui arrivent, des médecins, des infirmières qui commencent à donner les premiers soins. Et puis oui, il y a la première tante, Médecins du Monde, qui arrive. Puis on a une plateforme, belle plateforme qui s'est installée avec une coordination zéro. Avec des abus au sein même de cette même plateforme. Alors il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire. Moi, j'ai vécu dans ce parc Maximilien, j'ai vu de l'intérieur, j'ai passé des nuits, j'ai passé des journées. On a parlé énormément avec les réfugiés, avec les femmes, on a essayé de créer un réseau entre associations. Et je mets ici vraiment en avant les associations qui se sont mobilisées pour venir en aide, pour s'organiser, parfois même indépendamment de ce qui existait déjà sur place. Ce que j'ai déploré à Bruxelles, et c'est la première fois que je vois ça, on a vécu les réfugiés afghans, on a vécu les réfugiés iraniens, irakiens. J'ai jamais vu une catastrophe pareille. J'ai jamais vu un désordre pareil, un désordre humain. Ce qui est à Bruxelles n'est rien à côté de ce qui se passe en France. On est parti plusieurs fois à Calais et à Grande-Synthe. Ce qui se passe là-bas, j'ai même pas de mots. Il faut y aller pour le voir. C'est encore plus grave que ce qu'on a vécu ici. Et on peut même pas s'imaginer si on n'est pas sur place. Tous les soirs, donc à Calais, il y a eu beaucoup d'intimidation par le gouvernement français. Et donc, on a intimidé les gens à l'intérieur. Il y a eu des agressions, que ce soit par la force de l'ordre, par des personnes, on ne sait pas d'où elles sortaient. Et donc ces gens ont commencé à se disperser un petit peu partout autour de Calais. Et donc nous, on a essayé un petit peu de voir où ils se trouvent. Et on a découvert des camps. Et quand ils appellent ça la jungle, c'est vraiment la jungle. C'est vraiment une jungle. Et encore, je crois que dans la jungle, on sait où est le danger, on sait que c'est l'animal, on sait que c'est... Là, la jungle, c'est l'être humain entre eux. Moi, je propose aux gens d'aller voir là-bas parce que même si je veux décrire, je ne peux même pas décrire. Là-bas, on dort par terre, il pleuvait, à 2 fois on est parti là-bas, il pleuvait. C'est des rats gros comme des chats qui couraient entre les jambes pendant qu'on distribuait les denrées alimentaires ou les couvertures. C'est moins de mobilisation, les gens ont très peur là-bas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas la situation des réfugiés, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et ce que je veux dire ce soir, c'est que je suis européenne, je suis belge, je suis marocaine, je suis musulmane, je suis une femme. Je suis encore plus touchée en tant que femme, surtout par la situation des réfugiés femmes et enfants. Les femmes sont beaucoup plus... sont des victimes à la fois de cette migration qu'elles sont en train de vivre avec leur famille ou même seules. Il y en a beaucoup qui viennent ici seules. Elles sont faibles face à des agressions, face à ce qui se passe avec leurs enfants. Et il y a de nouveau rien qui est fait au niveau de nos politiques par rapport à ces personnes qui sont faibles, et entre autres les femmes, les personnes âgées ou les personnes gravement malades. Il faut savoir qu'il y a des personnes qu'on a eues au WTC, par exemple, qui sont arrivées avec des problèmes cardiaques, qui sont arrivées avec des problèmes très lourds d'infections, toutes sortes d'infections. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas, au niveau de la politique, une mobilisation par rapport à justement venir en aide à ces personnes-là. Et je vais finir ici. Je vous invite à aller là-bas à Calais, à Grande-Synthe, aller rencontrer les réfugiés qui sont toujours là à 5 h du matin devant l'Office des étrangers d'ailleurs. Donc si vous voulez apporter des sandwichs ou des cafés, c'est toujours le bienvenu, quoi. Merci. Merci. Donc après avoir écouté les questionnements, les analyses globales et aussi une intervention sur la gestion de ce phénomène sur le terrain, il est important aussi pour nous ce soir d'entendre un témoignage qui n'est pas un simple objet d'analyse, c'est un être humain comme nous, une vie de famille comme nous, une sensibilité comme nous, des larmes et des joies comme nous, et qui sont parfois à côté de nous mais on ne les voit pas. Ou du moins on se contente de les voir qu'à la télé, ce que vient de nous dire Rachida. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole au témoignage de Fatia.
commence comme ça. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie beaucoup de mon invité. Je m'appelle Fateh, je viens de Syrie. J'ai quitté Syrie en 2013. Avant, en 2012, donc la guerre a commencé en Syrie, la manifestation en 2011, mais ça n'arrive pas à Alep. Ça a commencé en 2012. Et puis, voilà, j'étais vivre normal, mon boulot, entre mon famille. C'était trop bon, avec mes frères aussi, mes amis. Mais à la fin, la manifestation a commencé en Alep. Et ça veut dire il y a les armées par la rue, partout. Ils sont en sécurité, les quartiers. Et puis, oui, oui. Moi, j'étais travail et j'ai, le patron qui j'étais travail m'a dit, ok, tu finis le travail, tu restes chez toi parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de touristes, ils viennent. Et puis, j'ai réussi de faire quelque chose d'autre, donc dans la rue, faire un petit commerce. Donc mon père il a fermé sa boulangerie, donc il a fermé sa boulangerie. Merci. Et puis voilà, je vais faire un petit projet dans la rue de vendre les pains et des trucs comme pizza. Voilà, pour aider mon famille. Et puis ça commence bien. Et puis après 4 mois, c'est vraiment un succès. Et puis je dis à mon père, je veux quitter la Syrie parce que ça va pas rester là. C'est vraiment dangereux pour moi. J'arrive de 18 ans. Je veux aller faire l'armée, les services de l'armée, c'est vraiment obligatoire. Et puis ils sont acceptés pas parce qu'ils c'est vraiment pauvre à son fils. Et puis je décide ça, je pars par fenêtre. Et puis j'ai arrivé à Turquie et j'ai appelé mon famille, je dis ok, souhaitez à la meilleure à moi. Et puis je passe les frontières à la Grèce. C'était vraiment hyper difficile. C'était hyper froid. Je ne te crois pas comme ça. Donc, les argent, allez, c'est pas vraiment pour l'argent que j'ai payé, c'est vraiment trop pauvre. Et je te crois, c'est en voiture, on va aller à l'Europe. Et voilà. Après, je trouvais moi-même dans la wood, oui. Et puis, on était 24 personnes. Donc, de ces 24 personnes, il y a une famille qui sont les enfants de 4, de 5, de 6 ans. Et puis, on passe. Les enfants, ils sont pleurés. Et les parasols, il était pour la police. La police, ils sont capturés. Voilà. Les parasols disent ok, tu peux retourner à cette famille. Alors ils sont en retour. On a commencé le chemin avec 17 personnes. Alors, c'était à pied, c'était plus de 12 heures à pied. 12 heures, oui, plus. Et puis, le matin, à 6 heures du matin, on arrivait à quelques villages en Grèce, mais on était tellement épuisant. C'était vraiment, vraiment difficile, de froid.
j'étais mort, j'étais sans mort. Et comme la personne qui nous attendait dans cette village, il a une voiture. Comme j'ai entré à cette voiture, je veux dire bonjour, je touchais ça à la main, et c'était vraiment le chaleur. Vraiment, je sens la naissance, je sens c'est une autre vie, quoi. Après, on continue à la Atina. J'ai resté là-bas seulement une semaine. Et puis, les parasols qu'il a pris d'argent de moi, et puis il a fait les passols. Désolé de mon français. Les passeurs. Merci. Ça fait pas longtemps que j'ai appris le français, donc j'essaye. Et puis, il a fait un passeport, il est copie de quelqu'un. Voilà, je viens à l'avion, je suis parti en avion jusqu'à à Bruxelles. Quand j'arrivais ici, c'était vraiment, vraiment une grande surprise de moi. C'était trop différent de monde, tout différent, tout le monde différent de mon pays, de la culture, de la langue, de tout. Oui, puis je trouvais là, c'est vraiment une belle vie, les gens, c'est trop sympa, n'importe quoi, quelle nationale, quelle religion. J'aime bien tout le monde, franchement. Et vraiment, qu'est-ce que je me sens de maintenant, qu'est-ce que je comprends dans ma vie. Moi, j'habite de ce monde et je suis un humain. J'ai la raison de vivre de ce monde, même de papier, avec de papier, même sans papier. Et j'adore tout le monde. Donc sur ce témoignage vivant, par exemple, je n'ai rien à dire sur les gouvernements de la Belgique. Et s'il y a quelqu'un qui lutte du point de vue de la lutte sociale, etc., en Belgique, ça c'est bien, mais il est difficile pour moi d'organiser la lutte contre le gouvernement de la Belgique en tant qu'Italien, mais en général, je suis d'accord que... Et je pense aussi que, bien sûr, on n'a pas discuté ce soir des inégalités sociales, mais ça, c'est une dimension essentielle. Et d'une lutte qui n'est pas entre les travailleurs qui étaient ici et les immigrés. Je pense qu'il faut se battre ensemble pour des droits communs. Mais deux choses. Oui, on peut dire que l'État islamique, ils ne sont pas musulmans. À mon avis, c'est une réponse trop facile. Pour rester dans l'exemple que j'avais fait avant, on pourrait dire aussi que le stalinisme n'était pas communiste, mais il aurait été une réponse trop facile. Et je pense qu'il y a une dimension, et Tariq el-Ramadan, il le sait bien plus et mieux que moi, il y a une dimension culturelle et religieuse. Il y a une lecture de l'islam dogmatique qui refuse une lecture dans les contextes historiques qui, bien sûr, ça ne génère pas nécessairement le terrorisme, mais dans ces milieux qu'il
il y a aussi l'origine culturelle de cette, à mon avis, si je comprends bien que ce n'est pas peut-être correct au point de vue culturel, mais politiquement, je dis une extrême droite musulmane, une extrême droite, dans le sens d'une position dogmatique et qui refuse une lecture qui s'y située dans les contextes historiques. Ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème aussi pour le monde catholique, bien sûr. Mais, dans une certaine mesure, l'Église catholique est lourde. En Italie, dans la vie politique, dans l'histoire italienne, ça a joué un rôle, quelquefois, qui n'a pas été un rôle positif. Mais, en tout cas, l'existence d'une Église est aussi un élément qui aide la lecture dans l'histoire du texte, de la révélation et dans l'histoire. Pour une grande religion qui n'a pas d'église, comme l'islam, c'est un terrain de débat, de discussion, quelquefois de conflits culturels et religieux. Et alors, je suis favorable à une dimension de l'islam capable de refuser une lecture dogmatique de l'islam qui, en certains cas, peut aussi conduire à la radicalisation et à la haine envers les autres. Ça, c'est une dimension qu'on ne peut pas refuser. Ça existe. Et il est, à mon avis, la réponse de dire « ils ne sont pas musulmans », c'est une réponse trop facile. Sur la Syrie, je pense, à mon avis, il faut rechercher un compromis politique pour s'en sortir de la guerre, pour arrêter les conflits. Il faut créer un gouvernement de transition capable d'être un gouvernement qui ne représente pas la victoire ni des uns ni des autres et isoler l'État islamique. Ça veut dire un compromis. À mon avis, ce compromis ne peut pas être autour d'Assad. Je pense qu'Assad, il est un élément. Il porte une responsabilité dans la guerre civile, dans la tragédie de la Syrie, qui doit obliger la communauté internationale à l'exclure. Il ne peut pas être, à mon avis, une partie du futur de la Syrie. Je ne vois pas les réfugiés revenir en Syrie, dans une Syrie avec Assad au pouvoir. Mais en même temps, j'ai une certaine connaissance de la Syrie. J'ai des amis syriens là-bas, chrétiens par exemple. Et je sais qu'autour d'Assad, il n'y a pas seulement un petit groupe de gens qui sont autour du dictateur. Il y a une partie, une minorité, mais une partie de la Syrie, ce sont beaucoup de membres des minorités qui se sentent menacés par l'idée d'une Syrie dominée par le fondamentalisme sunnite. Et alors, quand je dis qu'il faut un compromis capable de donner des garanties aux alaouites, aux chiites, aux chrétiens, d'un gouvernement, d'une solution dans laquelle, parce que la Syrie est un pays multireligieux, si nous voulons garder l'unité de la Syrie, et je pense qu'il faut garder l'unité de la Syrie, je serais contraire à la division du pays, il faut un gouvernement sans Assad, mais aussi avec quelqu'un qu'aujourd'hui lutte à côté d'Assad.
Parce que si on pense d'exclure les gens qui luttent aux côtés d'Assad, ça veut dire la victoire d'une partie. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de paix, il y a la guerre. Peut-être qu'à la fin, quelqu'un peut gagner la guerre, mais il n'y a pas de compromis. Si nous voulons arrêter la guerre demain, je pense qu'il faut un accord, un compromis. Le problème, c'est que le compromis doit être sans Assad. Ça, c'est le problème. Et dès que je pense qu'il n'y aura pas un compromis sans un accord international, et parce que désormais, le conflit en Syrie, ce n'est pas un conflit syrien. D'un côté, il y a une armée sunnite avec des gens qui viennent de la Tunisie, de l'Arabie saoudite, etc. De l'autre côté, il y a les Russes, les Iraniennes, les Hezbollah. Ce n'est pas désormais un conflit syrien. C'est un conflit, avant tout, dans les mondes musulmans. Et il n'y a pas de solution sans un accord avec tous les acteurs. Et je pense qu'il faut négocier cet accord. Et je pense que l'Europe pourrait jouer un rôle primaire dans la recherche d'un accord politique, et pas seulement bombarder. Et je ne sais pas qui. À mon avis, je ne suis pas contre l'usage de la force, mais c'est la politique qui doit user la force. L'idée de substituer la politique avec les bombardements, c'est une idée bête, c'est une bêtise. Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas de solution. Alors, je ne vois pas une action politique de l'Europe aujourd'hui pour un compromis capable d'arrêter le conflit. Je pense qu'il serait possible. J'en ai parlé, je n'ai pas de responsabilité, mais j'ai beaucoup de liens avec beaucoup des acteurs dans la région. Et je pense qu'il y a la condition d'un compromis. Mais je ne vois pas une action politique européenne aujourd'hui. Et c'est à l'Europe. Les Américains, après, les États-Unis, c'est un grand pouvoir. Mais quand il y a la nécessité d'une solution politique, ça devrait être le métier de l'Europe. Parce que ça, c'est la culture européenne. Mais quelquefois, l'Europe n'est pas capable d'être l'Europe. Et ça me gêne. Merci. Bien, il y avait un certain nombre de réflexions. Je vais aussi aller vite pour vous redonner la parole. Sur ce que vous avez dit dans un premier temps sur l'engagement au-delà de la peur et du fait d'avoir... moi, je pense effectivement aujourd'hui que le climat qui est en train de s'installer, mais pas simplement en France et en Belgique, c'est vrai dans toute l'Europe. Il y a un climat de peur qui est en train de s'installer. Et même dans les discours, je ne sais pas si vous avez suivi ce que Cameron a pu dire pour pouvoir justifier le fait du soutien de l'Angleterre à l'ami français, c'est un climat extrêmement dangereux. Et donc ce qu'il faut, c'est se poser la question comment on réagit à ça. Et vous savez, il y a quelques années, j'avais écrit le livre avant 2001 et je l'ai fini au moment où il y a eu 2001, juste avant, quelques semaines avant, et j'ai écrit l'introduction du livre en disant ce texte-là dépasse les réactions émotives à ce qui est en train de se passer. Donc j'ai écrit l'introduction après. Et ce livre-là, il vient de sortir de nouveau 16 ans plus tard, c'est Être occidental et musulman aujourd'hui, qui n'a pas vieilli d'une ride. Et je disais dans cet ouvrage-là exactement la chose qui me paraît être aujourd'hui nécessaire dans l'engagement, c'est qu'il nous faut des mouvements nationaux d'initiative locale.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont on est en train de parler, ce nous en termes de citoyens, c'est au niveau local, c'est là où nous sommes, dans la périphérie de nos engagements, qu'à un moment donné, il faut faire entendre une voix citoyenne qui lutte contre cette peur, qui soit la réponse au populisme d'extrême droite, qui soit la réponse au populisme religieux, parce qu'il y a aussi un populisme religieux. Le simplisme des littéralistes est populiste. C'est-à-dire de jouer sur le fait qu'il y a un eux et il y a un nous, il faut être musulman contre eux, il faut être musulman loin d'eux, il ne faut pas être musulman, on est ici en terre étrangère, on n'est pas chez nous, exactement. C'est-à-dire l'alliance objective des deux discours. L'alliance objective du discours des littéralistes et parfois, si on va plus loin, de l'extrémisme violent et des xénophobes et de l'extrême droite et des populistes. Et à un moment donné, nous, on doit faire exactement le contraire. Et cet engagement-là, c'est au niveau local. C'est au niveau local, c'est-à-dire de savoir dire ce nous au niveau local. Quand j'entends par local, c'est-à-dire à Bruxelles, c'est-à-dire dans nos villes respectives. Et je vais vous dire une chose, c'est que moi, sur cette question-là de vivre ensemble, je suis beaucoup plus optimiste que tout ce que disent les politiques nationales et l'entretien de la peur. Parce qu'en fait, le discours est inversement proportionnel dans la crispation du discours national aux mesures de vivre ensemble qui sont sur le plan local. Parce que ça, je vous le dis comme je le crois, on gagnera. Sur le plan, on gagnera. Ce nous qui va travailler ensemble, il gagnera sur le... L'islam est une religion européenne et nous avons à travailler ensemble et ça, c'est une affaire qui est gagnée sur le long terme. Maintenant, la question est comment on dépasse ces crispations, comment est-ce qu'on dépasse la peur, comment est-ce qu'on travaille. Donc, il faut faire exactement le contraire de tout ce à quoi on nous invite. Tout ce à quoi on nous invite. Je ne sais pas si vous entendez des choses qui sont... Mais ce que, par exemple, on peut entendre en France, qu'on a pu entendre de certains à l'époque de la Ligue du Nord en Italie, mais même des choses qui se sont normalisées, ce discours-là, il faut le contester par l'engagement. Dernière chose que je voulais dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je suis d'accord avec Monsieur D'Alema sur ce point-là. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. Pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, eux disent, et pourraient dire de vous, qui dites qu'ils ne sont pas musulmans, que vous n'êtes plus musulmans. Et que cette idée de décider qui est musulman et qui n'est pas musulman, moi ce que je peux dire, c'est que leur agir ne correspond pas au principe de l'islam. Mais je ne peux pas les sortir de l'islam. Et dès que j'ai dit ça, dès que j'ai dit que quelqu'un est musulman et qu'il fait quelque chose, je suis dans l'obligation morale et intellectuelle de prendre une position sur ce qu'ils font. Et donc il faut le faire. Il faut avoir une réponse religieuse. Il faut avoir une réponse religieuse qui ne s'arrête pas à expliquer ce qui se passe d'un point de vue religieux. Parce que, vous savez, nous, on a fait des études sur le terrain. Moi, quand j'étais tout de suite en 2005 en Angleterre, et quand je me suis retrouvé la semaine après les attentats en 2001 aux États-Unis, on a commencé à faire du travail. Et j'arrête pas je l'ai répété déjà ici. Le fait que 92% des jeunes formés avec un doctorat ou pas formés ou en exclusion sociale se retrouvent 92%. La moyenne du temps où ils sont impliqués dans l'islam avant de passer à l'acte est de 2 mois. 2 mois, c'est-à-dire ils rentrent et ils dévissent complètement. Et ils rentrent des fois dans une approche totalement de... On a l'impression que l'esprit n'y est pas, que l'intelligence n'y est pas. Donc à partir d'un certain moment, il y a un vrai problème sur la question de l'éducation, il y a un vrai problème sur la manipulation, il y a un vrai problème sur l'endoctrinement, il y a un problème sur Internet aujourd'hui, sur qui est derrière ces écrans, qui est-ce qui fait ça, comment est-ce que c'est financé. Il y a tout un travail, donc on ne peut pas se dire... l'idée que éduquez-les dans nos écoles, oui, on va éduquer, on va faire ce travail-là, mais maintenant il faut aller plus loin, c'est-à-dire qui est-ce qui entretient ce discours-là, qu'est-ce qui se passe pour que ça marche comme ceci, comment se fait-il qu'à partir d'un... Et puis des choses factuelles, Dans les études que nous avons eues à Londres, il y a des éléments, et ça s'est retrouvé aux États-Unis, et ça s'est retrouvé en France dernièrement, c'est la question de la drogue. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ceux à qui on nous a dit ils vont là-bas parce qu'on leur promet 72 vierges ou 72 vierges, pour y aller, ils se droguent. Dans la chambre de l'hôtel en France, on retrouve de la drogue.
aux États-Unis de la drogue, en Angleterre de la drogue. Donc il y a un moment, il y a une utilisation politique du fait religieux. Sur ce que nous savons d'un point de vue religieux, il faut dire, moi je ne les sors pas de l'islam. Et pour certains d'entre eux, ce sont des victimes d'une vaste manipulation politique. Pour certains d'entre eux. Mais je vais condamner d'un point de vue musulman, dire que les musulmans doivent prendre... Mais pas simplement ça. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, il faut même aussi, nous, qu'on aille plus loin. En amont de cette tentation de l'extrême, il y a un discours religieux d'un certain nombre vis-à-vis duquel il faut qu'on prenne des positions. Moi, je ne vais jamais interdire à un salafi littéraliste de parler, mais j'ai un devoir moral de me distancer de ce discours-là, de me distancer de ce discours qui met tout le monde en enfer, sauf nous. Tout le monde en enfer, c'est-à-dire, vous aussi, vous y êtes en enfer. Non, mais que quelqu'un qui vous regarde et qui vous met en enfer dans son discours, c'est-à-dire qu'il peut se permettre n'importe quoi et qui a un regard, qui est un regard arrogant, dogmatique. À un moment donné, il faut qu'on prenne une position. Et ce que je veux rajouter à cette position politique, vous savez, j'ai pris ces positions en France, et comment on a traduit la chose, et dit « Ah, il explique de nouveau tout ceci par ce qui se passe politiquement ». Je dis « Non, expliquer les deux ne veut pas dire réduire à la question politique. » Et c'est là qu'il faut qu'on ait sur la question des sources, d'où ça vient, tout ça, il faut les deux. Mais dire qu'ils ne sont pas musulmans, d'abord, c'est inaudible, et franchement, d'un point de vue strictement islamique, d'un point de vue strictement religieux, c'est pas vrai, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas les sortir de l'islam comme ceci, et il faut donc avoir une réponse qui soit un tout petit peu plus claire. Et il y a une chose que je voulais vous dire sur les maqasid, qui avait posé cette question-là. Non, mais là, ça n'a rien à voir avec les maqasid. Les maqasid, c'est les objectifs supérieurs de la voie musulmane. Celui qui dit l'objectif de la c'était de réunir les gens, donc l'échange du vendredi au samedi, il n'a juste pas compris ce que c'était que les objectifs supérieurs, parce que les objectifs de la prière et du vendredi, les objectifs d'un point de vue islamique ne fonctionnent pas sur les ibadat. Les ibadat, donc c'est quelqu'un qui n'a rien compris en fait. Et donc, quelqu'un qui veut passer du vendredi au dimanche, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, moi? Je veux dire, il faut tout refaire. C'est pas ça du tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ceux qui utilisent les maqasid, c'est-à-dire les objectifs supérieurs avec excès, et qui ne reconnaissent pas ce qu'on appelle les dawabit, même pour les affaires sociales. Les dawabit, c'est-à-dire qu'il y a des régulations et des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas au niveau... Je veux dire, on a eu, nous, un moufti en France qui disait l'objectif de l'islam, c'est la relation sociale. Donc pendant le ramadan, si vous êtes dans une situation où vous devez avoir la relation sociale, vous pouvez boire un café, c'est pour... Ça, c'est pas un moufti, ça, il faut qu'il fasse autre chose. Par contre, l'État français le considérait comme le représentant relatif des musulmans. Et donc vous voyez, je veux dire, ça, c'est... Il faut faire attention à ce que l'usage totalement erroné de nos... Mais même sur la question de la charia, quelqu'un qui vient, nous, en Allemagne, on avait quelqu'un qui s'appelle Bassam Tibi. Bassam Tibi, qu'est-ce qu'il disait? N'importe quelle personne musulman qui utilise la notion de charia, faites attention, c'est un fondamentaliste. Mais c'est lui le fondamentaliste. Lui, c'était un dogmatique de plaire à l'État. Et on a ça aussi chez les musulmans, des dogmatiques de plaire à l'État. Oui, ils sont tellement dans cette perception-là que tout est permis. Mais non, la charia aussi, il faut qu'on lui donne du sens, de la substance, de ce que c'est. C'est très important, donc il faut faire attention. C'est pour ça que je vais m'arrêter sur cette question-là, parce que ce que vous avez dit, c'est attention au dévoilement terminologique, au fait de ne pas donner leur sens aux mots. Les maqasid, c'est pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Et la notion de charia, c'est pas du n'importe quoi. Quand vous allez aux États-Unis maintenant, il y a certains musulmans qui n'osent même plus utiliser ceci à cause de toute la campagne qui a été faite par des milieux, d'ailleurs sionistes, pro-sionistes, de dire attention, dès qu'on utilise la charia, nous sommes en danger parce qu'ils nous colonisent. Un peu ce qu'on entend aussi dans certains milieux. Donc c'est à nous de faire attention à ne pas laisser ces termes essentiels pour nous. Essentiels. Moi, je milite énormément
pour que les Européens de confession musulmane réintègrent à leur vocabulaire sharia, jihad, ijtihad, maqasid, hukm, tout ça, halal, haram, oui, on va les ramener, mais c'est nous qui définissons. C'est nous qui définissons, c'est pas du n'importe quoi. Donc il faut redonner une substance savante à la terminologie musulmane. Et à tous les orientalistes qui jouent, eh ben on va les interpeller. C'est pas vous qui définissez. Le djihad, c'est la noblesse des musulmans quand ils comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire on résistera à tout le mal et on sera des promoteurs des valeurs ajoutées du bien dans ce pays-là, du point de vue éthique. Donc mon djihad à moi, quand je lutte contre l'ignorance ou contre la pauvreté ou contre l'injustice sociale, c'est un djihad. Je suis allé au Parlement mondial des religions, là, aux États-Unis, il y avait 12 000 personnes, 99% n'étaient pas musulmans, et je lui ai dit, vous êtes tous avec moi pour un djihad de la connaissance. Ils étaient d'accord.